Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que les membres du caucus du Québec du Parti conservateur du Canada, l'opposition officielle du Canada, vous rencontrent ce matin pour parler de ce qu'on entend de plus en plus partout au Québec, dans les régions du Québec. C'est que le gouvernement Trudeau est complètement déconnecté des besoins des régions et de ce qui se passe dans les régions. À l'époque où on était au gouvernement, j'ai eu l'honneur d'être nommé lieutenant politique par M. Harper et de par mon rôle de ministre du Développement économique Canada, je faisais le tour du Québec régulièrement. Et les téléphones venaient de toutes les régions du Québec au bureau du lieutenant politique ou encore à mes bureaux à moi pour dire j'en ai un problème dans telle ou telle région, peux-tu essayer de nous aider? Aujourd'hui, les gens sentent qu'ils n'ont plus personne pour répondre à leurs appels, à leurs besoins. Même le ministre Duclos a même dit lui-même qu'il s'était fait dire par le premier ministre, qui n'était pas le ministre de la région de Québec, mais un ministre du gouvernement du Canada, c'est tout dire quand il vient le temps de défendre les intérêts du Québec avec 40 députés libéraux, incluant le premier ministre. Les gens ne trouvent plus leur compte actuellement. Depuis très longtemps, on le dit que le dossier du Bois-d'Œuvre n'est pas pris au sérieux par ce gouvernement-là. Et aujourd'hui, bon, on en a la preuve. On prétend que vendredi de cette semaine, il y aura un dépôt aux États-Unis de ce qui va amener à une contestation judiciaire, une querelle juridique avec nos alliés commerciaux américains, alors que l'industrie est inquiète et qu'on ne semble pas avoir de solution. Les échos qu'on a, on n'a pas été très, je dirais, agressifs dans notre négociation. J'ai posé au moins une quinzaine de questions sur le dossier du Bois-d'Œuvre dans les dernières semaines. Le gouvernement nous répond que c'est de notre faute. Et bon, on avait signé un accord de 10 ans suivant un gouvernement libéral qui n'avait pas pris au sérieux ce dossier-là. Et on a eu une bonne entente qui a duré 10 ans. Donc aujourd'hui, on revient au même point. C'est 400 000 emplois au Canada, énormément dans les régions du Québec, et ça semble pas être pris au sérieux. La semaine dernière, il y a 2 semaines, à peu près après l'élection aux États-Unis du président désigné, sans qu'il se soit demandé au premier ministre du Canada, le premier ministre Trudeau a tout de suite abattu ses cartes. Puis j'ai bien dit à ce moment-là que c'est comme un joueur de poker qui mettait ses cartes sur la table et qui essayait de gagner la mise par rapport aux autres, sans que ça nous soit demandé. Puis on sait que c'était d'abord vers les Américains que l'affirmation avait été amenée aux États-Unis. Il a tout de suite dit on est prêt à renégocier l'ALENA. Et pour nous, puis encore cette semaine, on vient de dire qu'on va acheter 18 avions de chasse. Et on dit déjà aux gens qu'on va les acheter sans qu'on rende public le prix, quel est le pouvoir de négociation, très malhabile comme pouvoir de négociation. Et bien sûr, ça risque d'avoir des impacts dans plusieurs régions du Québec et du Canada. Les agriculteurs sont aussi inquiets partout au Québec, partout au Canada, non seulement à cause de l'accord avec l'Europe pour ce qui est amené comme mesure, pour l'instant, ne répond pas à leurs besoins. On avait amené un plan en 4 points à l'époque, lorsqu'on était au gouvernement, mais il y a aussi le dossier du lait diafiltré. On avait réglé ce qui s'appelait les pizza kits. On était en voie de régler le dossier du lait diafiltré, mais aujourd'hui, pas de son, pas d'image. Entre-temps, il se passe rien. Les producteurs sont très inquiets. Il n'y a pas de réponse à leur donner. Donc, c'est pas un sujet. C'est un tas de sujets. On aurait pu avoir une liste très, très longue. Pour nous, pour essayer, on est un gouvernement, une opposition. On était un gouvernement très actif dans les régions. Là, aujourd'hui, on est une opposition qui se veut efficace. On a formé des équipes de travail pour travailler sur les sujets, pour faire avancer les choses. Donc, on a annoncé, lors du congrès de la FQM, la formation d'un comité de 5 anciens maires qui va travailler avec les unions municipales pour porter les messages des Québécois et des Québécoises sur les divers sujets pour être capable de bien les représenter. On a également formé un comité, un task force sur le Bois-d'Œuvre avec les gens de partout au pays. J'ai l'honneur d'être le représentant du Québec là-dessus. Et on est déjà au travail, on fait avancer les choses, on va chercher de l'information et on ne restera pas les bras croisés. Nous, de toutes les régions du Québec, on veut travailler pour que les régions du Québec soient bien défendues ici. Et c'est notre rôle de le faire. Et là-dessus, je vais passer la parole au président de notre caucus du Québec du Parti conservateur, M. Bernard Généreux. Merci, M. Lebel. Comme vous savez, en tant que président du caucus du Québec, je suis extrêmement fier d'avoir une équipe avec moi qui est extrêmement préoccupée par le développement des régions du Québec et entre autres par le fait que ce soit un ministre de la région métropolitaine de Toronto qui soit responsable des enjeux de développement économique au Québec. M. Lebel, comme le mentionnait précédemment, a été ministre de Développement économique pendant plusieurs années et pour l'avoir moi-même pu expérimenter, il est extrêmement présent sur le terrain et on peut compter actuellement sur le doigt d'une main le nombre de fois où le ministre est venu dans le Québec ou à l'est du Québec, en fait à l'est de Montréal, je pourrais dire ça comme ça, à l'est de Montréal pour venir défendre les intérêts de l'ensemble des entrepreneurs, non seulement des entrepreneurs, mais des employés et des familles de nos régions. Et je pense qu'encore une fois, la ligne directrice de ça, c'est que les régions sont très mal couvertes actuellement par le gouvernement actuel et l'ensemble des 39 députés qui sont du Québec n'ont aucune voix au gouvernement.
parce que toutes les décisions sont prises à Toronto ou ici même à Ottawa. Je pense qu'il est important de comprendre qu'un d'autre des enjeux qui est fondamental pour nos régions, et je vais citer le premier ministre lui-même, le 30 mai 2014, il disait que la téléphonie cellulaire était une question de sécurité. Et donc, on pense que de façon officiellement que c'est effectivement un problème de sécurité et de connectivité au niveau des régions du Québec. C'est de plus en plus difficile. Et dans les programmes que le gouvernement a annoncés, le 500 millions pour la large bande, aucune somme a été attribuée encore au moment où on se parle pour la question des tours cellulaires dans les régions. Et les associations municipales d'ailleurs, ont demandé au gouvernement, à la fois au fédéral et au provincial, au Québec, de mettre de l'argent pour être capable que les milieux peuvent se prendre en compte parce que les compagnies ne sont pas intéressées à aller mettre de l'argent dans les régions où ils ne font jamais d'argent. Donc, je pense que c'est des enjeux qui sont fondamentaux pour le développement économique des régions. La connectivité, évidemment, en est un, mais je pense que le développement économique, qu'on ait un ministre au Québec qui puisse être capable de prendre en compte l'ensemble des réalités régionales, ça c'est extrêmement fondamental et il faut absolument que le gouvernement change cette attitude parce que actuellement on n'a aucune représentation au Québec, malheureusement. Alors je passe la parole à mon ami Alain Reyes. Merci Bernard. Comme vous le voyez, on est tous ici aujourd'hui pour parler des enjeux des régions au Québec et au Canada, mais particulièrement au Québec aujourd'hui. À titre de porte-parole associé au niveau des infrastructures, il y a un dossier, vous avez sûrement pu le constater, on a posé plusieurs questions, qui est la Banque d'infrastructures qui nous préoccupe beaucoup pour toutes les régions, les municipalités à l'extérieur des grands centres que sont Montréal et Québec. C'est un projet qui a été annoncé lors de la mise à jour économique par le ministre des Finances, 15 milliards qui avait été annoncé dans le budget 2016 pour être dédié aux municipalités de l'ensemble du territoire canadien. Et pas plus tard qu'à 48 heures, le ministre des Finances a fini par affirmer ce que l'on avait peur, les préoccupations qu'on avait, c'est que ces sommes-là ne seront pas accessibles aux petites et moyennes municipalités au Québec. Donc, lorsqu'on parle de projets de 100 millions et plus, je peux vous dire que des types de projets comme ça, à l'extérieur de Montréal, Québec, des grands centres, c'est presque inexistant. Je dirais même, à mes yeux, il n'y en a pas si on rechercherait dans les 10 dernières années. Donc, je pense que là, on prend de l'argent des contribuables et on le redirige dans des circonscriptions qui sont des circonscriptions qui ont été gagnées par le gouvernement libéral actuel. Donc, une façon détournée d'aider ces circonscriptions. Et je vous dirais même, avec ce qu'on voit des fundraising, des cocktails de financement, on pourrait se poser de sérieuses questions. Qui va profiter réellement de ce 15 milliards-là, qui était, je tiens à le souligner, dédié à l'ensemble des municipalités et aujourd'hui qui est dirigé indirectement à un certain nombre très minime de circonscriptions au Canada et au Québec particulièrement. Et là, je pense que c'est un signal. On essaye d'allumer tout le monde là-dessus. Je pense qu'il y a plusieurs municipalités au Québec, en région particulièrement, qui devraient être très préoccupées par cette annonce-là. Deuxième élément qu'on devrait se questionner par rapport à cette banque d'infrastructure, c'est cette volonté du gouvernement d'aller vers des investisseurs privés qui recherchent, ça a été déjà annoncé lors des différentes consultations qui ont été faites, des rendements de 7 à 9 %. Pourquoi aller vers ces sociétés-là pour leurs intérêts à eux quand les gouvernements sont capables d'aller eux-mêmes emprunter en bas de 2 % d'intérêt dans des types d'obligations. Donc, encore là, il y a des préoccupations, il y a des questionnements qu'on devrait avoir par rapport à ça. Donc, je pense que tous ensemble, tous les députés que vous voyez autour de moi, on est extrêmement préoccupés et on va continuer à défendre les intérêts de l'ensemble des régions du Québec et je pense qu'on va continuer à taper sur le clou, faire en sorte que le gouvernement recule par rapport à ces enjeux-là. Merci. Fait qu'on voulait faire équipe avec l'avenue de la Coupe Vanier en fin de semaine avec le Rouge et Or qui va gagner cette coupe-là. On va vouloir avoir vraiment l'air d'une équipe très solide ensemble. Bien sûr, on va être prêt à répondre à vos questions, mesdames et messieurs de la presse. Bonjour. Il y a 2 semaines environ, le ministre des Finances du Québec, M. Letao, a dit au fond que l'ouverture de M. Trudeau à renégocier l'accord de libre-échange était peut-être potentiellement une bonne nouvelle et il enjoignait M. Trudeau à enchasser complètement, intégrer complètement le bois d'œuvre dans l'ALENA. Donc, est-ce qu'il n'y a pas potentiellement là une bonne nouvelle à l'ouverture de M. Trudeau? Vous me nommez M. Letao, qui est peut-être le seul qui a été content de cette stratégie-là. Partout, on a dit que c'était amateur et que ça faisait pas très sérieux.
Pour nous, l'essentiel, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les Américains, M. Trump, président désigné, lorsqu'il sera assermenté, on verra quelle sera sa réaction. Mais il est très clair qu'en négociation, lorsqu'on fait des ententes commerciales avec les grands de ce monde, il faut être très stratégique. Et d'ores et déjà, pour nous, on pense qu'on a perdu une partie de ce pouvoir de négociation-là en disant d'ores et déjà, on va faire un peu ce que vous voulez. Et on sait qu'on exporte 75% de nos produits, le Canada, vers les États-Unis. C'est extrêmement sensible pour nous. Et le ministre Baines me répondait en chambre que c'était 9 millions de jobs qu'il y avait aux États-Unis par rapport à l'ALENA, au lieu de nous parler des jobs qu'il y avait au Canada. Nous autres, on est pas mal plus préoccupés par les jobs qu'il y a au Canada. C'est plutôt, est-ce que, au fond, ce que Québec veut, ce que Québec voulait en revoyant son régime forestier, c'est d'être reconnu, qu'on reconnaisse qu'il s'agit d'un libre-échange. Donc, si on l'enchasse dans l'accord de libre-échange... C'est déjà difficile d'avoir un accord sur un sujet spécifique comme celui du bois d'œuvre. C'est déjà présentement un accord qui est unique, qui est à l'extérieur de ce dossier-là. On n'avait qu'à négocier, parce que le ministre Fass avait recommencé les discussions. On a toujours dit que ce n'était pas les négociations, mais il était déjà au travail pour parler avec les différents partenaires au Canada et aux États-Unis. Je pense que c'est moins compliqué d'avoir un accord sur le bois d'œuvre à négocier exclusivement que d'être amené à l'intérieur de l'ALENA quand déjà on donne à l'avance, on abonne nos cartes. Fait que pour ça, ceci dit, ça fait 1 an qu'ils sont là. Ce qu'on va attendre encore pour 1 an ou 2, c'est de la faute de l'ancien gouvernement, les méchants conservateurs. On avait réglé ça, ça faisait 10 ans qu'on avait une paix par rapport au bois d'œuvre, et aujourd'hui, le dossier avance pas. Vous souhaitez qu'ils demeurent donc à part? Je souhaite qu'on règle le dossier du bois d'œuvre. Si pas leur stratégie, donc moi je pense qu'on devrait le laisser à l'extérieur. Pour l'instant, ce serait plus facile de le négocier, et le contexte est déjà comme ça. Si on faisait ça, ça voudrait dire qu'on reporterait dans combien de temps un accord sur le bois d'œuvre. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit négocier l'accord sur le bois d'œuvre qui est déjà dans un système qui nous permettait de le régler. Il y avait une plainte dans le dossier du bois d'œuvre de la part des Américains. Qu'est-ce que vous entrevoyez? Surtout, vous avez vu Chrystia Freeland travailler dans ce dossier-là, donc à la manière dont elle gère le dossier, vous entrevoyez quoi au cours des prochains mois? Ben, les échos qu'on a de ce qu'a été la position du Canada dans ce dossier-là, on n'a pas été très agressifs. Là. On n'a pas été très, très agressif à cette table-là, selon les échos qu'on a des différents partenaires. Et là, on espère qu'on va être capable, parce que les impacts peuvent être grands. On parlait de droits compensatoires. En 2006, les droits compensatoires allaient jusqu'à 37 %. On avait ramené ça à 5, 10 ou à 15 %. Et là, on entend parler de 25 % de coûts d'exportation. Imaginez s'il se ramène 10-15 % de plus de coûts pour exporter nos produits alors que l'industrie est déjà fragile, quel impact ça peut avoir. On va attendre de voir la suite des choses, mais il est clair que de régler cet accord-là aurait été primordial pour ce gouvernement-là. Quand on est arrivé en poste en 2006, on l'a réglé à l'intérieur de 3 mois de notre arrivée. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont là. Entendre sur un autre dossier, le dossier de la rénovation du 24 Sussex. Il y a une soumission qui arrive des rénaux à 38 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on doit faire, à votre avis, avec le 24 Sussex? D'abord, on va attendre de voir les informations qui sont les plus exactes possibles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rumeurs. Il est clair pour nous que ça prend une maison décente pour héberger le premier ministre du Canada et sa famille. Ça, c'est très clair. Maintenant, quand on parle de l'ajout d'un agrandissement, quand on parle de rénovation de cette ampleur-là, ce serait le fun d'avoir le détail des matériaux et qu'est-ce qui se passe véritablement. Le premier réflexe, c'est que 38 millions, c'est énorme, mais attendons d'avoir des détails. Et si on veut juste bonifier au lieu de juste rénover, on a toujours été d'accord pour une rénovation. Là, maintenant, il faut voir qu'est-ce que sera exactement ce projet-là, parce que pour l'instant, le chiffre est gros. Puis on parle d'un agrandissement, il faut comprendre, on a besoin de plus d'informations, mais le chiffre paraît très gros. Et à votre avis, que fera M. Trudeau? Est-ce qu'il choisira M. Trudeau par rapport aux rénovations ou peut-être à la reconstruction du 24? C'est à lui à répondre là-dessus. Je sais que s'il y avait eu à répondre à la place de M. Trudeau sur plusieurs sujets précédemment, vous n'auriez pas eu les mêmes réponses. Mme Fraser disait il y a quelques années que ça coûtait environ 10 millions de dollars à rénover. Là, finalement, ça n'a pas été fait sous M. Harper. Ça n'aurait pas dû être fait préalablement, ces travaux-là? Écoutez, M. Harper jugeait que lui et sa famille y étaient sécuritaires dans cette maison-là. On va le remercier pour ces 10 années de service qu'il a fait aux Canadiens. Cette maison-là a besoin d'être rénovée. Il ne l'a jamais contesté, M. Harper. Aujourd'hui, on va laisser aller les choses. M. Harper avait sa vision des choses. Le nouveau premier ministre... Là, je vais le laisser répondre là-dessus. C'est sûr que le chiffre... On entendait parler de 10 millions. Un matin, on arrive avec 38, puis un agrandissement. On va poser des questions, c'est ça. Dans le dossier
Cash for Access, des cocktails donc de financement auxquels on a vu Mme Wilson-Raybould le faire, on a vu aussi M. Morneau le faire, le plus récent en liste, c'est M. Trudeau lui-même. M. Carr aussi, ressources naturelles avec les gens des mines, c'est pas peu dire. Mais vous, quand vous étiez ministre, est-ce que vous avez déjà fait ce genre d'événement-là, des cocktails où les gens versaient un don qui est tout à fait légal de 500 ou de 1000 ou de 1500? Est-ce que ça vous est arrivé, vous? Bien sûr, mais avec 3-4 ministères, c'était pas l'essentiel de mon agenda. Et vous regarderez principalement sur le premier ministre, M. Harper. Allez regarder qu'est-ce qu'il a fait dans son passage de près de 10 ans comme premier ministre du Canada au niveau de l'éthique qu'il avait par rapport à ça. C'est extrêmement important de voir comment lui a géré tout ça. On avait des présences dans différentes régions, mais on avait énormément de ministères et de travail, puis on avançait, on a fait des choses aussi, mais pas comme je vois là. Et le ministre des Finances se donnait. Ben, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, de donner accès spécifiquement à un ministre de la Justice qui va dans un cabinet d'avocats avec des gens qui sont là, qui vont peut-être un jour appliquer pour être juge, c'est pas la même chose que je suis débarqué, mettons, je sais pas, ou dans un comté, où je rencontrais des partisans du parti, nonobstant leur travail ou d'où ils venaient. Bien sûr, les listes étaient toujours analysées par rapport au lobbyisme, mais quand on voit spécifiquement le ministre des Finances aller dans la résidence privée d'un individu en Nouvelle-Écosse, qui lui est un promoteur immobilier avec des gens qui sont présents, qui ont tous des projets de développement, quand le premier ministre rencontre des milliardaires chinois et qu'on voit par après le support donné à un paquet de projets, puis $1 million donnés à la Fondation Pierre-Elliott Trudeau, ça mérite des questions de l'opposition et de la presse aussi. Le fait que ce soit vous avez posé beaucoup de questions. Hier en Chambre, on a entendu des communistes chinois. C'est pas un peu exagéré, inflammatoire, ça? Vous savez, dans un parti politique, il y a des choses qui sont plus sensibles pour un individu ou pour une autre. Madame la leader parlementaire, elle, c'est son langage et c'est ce qui vient la chercher là-dedans. Moi, que le premier ministre du Canada, le premier ministre de mon pays, donne accès à sa présence, moyennant des sommes d'argent à des gens qui ont des projets et qui interpellent mon pays par après pour des affaires, ça m'inquiète pas mal plus que les mots en chambre de madame. J'aurais peut-être rajouté, qu'en est-il des gens qui veulent rencontrer le premier ministre dans les régions du Québec? Est-ce qu'il faut être millionnaire pour pouvoir le rencontrer? C'est une question qui se pose. C'est pas tout le monde dans mon comté qui est capable de payer 1 500$ pour rencontrer un député, ou pas un député, mais un ministre ou un premier ministre libéral. Écoutez, c'est pas comme ça que ça se passe. Là. Quand on fait des levées de fonds dans nos comtés, c'est à coût de 100$, c'est pas à coût de 1 500$ souvent. Ça va? Merci beaucoup. Bonne fin de journée tout le monde.